Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Le soleil commençait à peine à disparaître derrière l'horizon de Lagos, projetant des traînées dorées sur les rues chaotiques de l'île Victoria. G.D. Couty était assis en silence sur la banquette arrière de son G-Wagon noir blindé, parcourant distraitement ses emails professionnels sur son téléphone. Son chauffeur naviguait dans un embouteillage, les klaxons lointains se mêlant aux cris d'un prédicateur de rue tout proche, criant dans un mégaphone. G.D. le remarqua à peine, jusqu'à ce que son regard perçoive un mouvement sur le trottoir. Au début, ce fut le bébé qui attira son attention, petit et enveloppé dans une couverture délavée, serré contre la poitrine d'une femme maigre assise près d'un bâtiment poussiéreux. Ses vêtements étaient en lambeaux, sa tête penchée sous un foulard. Mais lorsqu'elle leva les yeux, ne serait-ce qu'une seconde, le monde autour de G.D. s'arrêta. Son téléphone lui glissa des mains. Ce visage. C'était impossible. Mais c'était le cas. C'était Ife Aliwa. Il se pencha en avant sur son siège, s'efforçant de la voir à travers les vitres teintées, le cœur battant à tout rompre. La femme ne le remarqua pas. Elle se tourna pour quémander de la monnaie à une passante, la voix fatiguée et brisée. La gorge de G.D. s'assécha. Il ne l'avait pas vu depuis le collège à Ibadan, alors qu'ils étaient adolescents, rêvassant sous les manguiers et se murmurant des promesses pendant les cours préparatoires. La vie l'avait mené dans des directions opposées, et il ne sut jamais ce qu'elle était devenue. Et voilà qu'elle était là, pieds nus et brisés, un bébé dans les bras. « Arrêtez la voiture », dit-il brusquement. Le chauffeur hésita, confus, mais obéit. G.D. tendit la main vers la poignée de la portière, mais le temps qu'il sorte et scrute la foule, elle avait disparu, perdue parmi les marchands ambulants, les mendiants et le bruit. Il resta immobile un instant, les voitures klaxonnant furieusement derrière son véhicule garé. Il ne savait pas ce qui le secouait le plus, la réalisation que la fille qu'il avait aimée mendiait maintenant avec un bébé, ou la culpabilité de ne pas l'avoir reconnue plus tôt. 1000 questions s'abattaient sur lui comme des vagues, que lui était-elle arrivée? Où la vie l'avait-elle mené? Qui était le père du bébé? G.D. passa la main sur sa mâchoire rasée, scrutant à nouveau la foule, mais elle avait disparu dans l'ombre de la rue. Il remonta lentement dans la voiture, indifférent à ses réunions et à ses emails. Alors que le G-Wagon s'enfonçait à nouveau dans la circulation, G.D. s'adossa à l'appui-tête, les yeux rivés sur la vitre, se repassant déjà son visage, hanté par la fragilité de ses yeux et la profonde tristesse qui les sous-tendait. Bien avant que la richesse ne l'enveloppe comme de la soie, G.D. était un garçon simple, aux genoux écorchés, aux sandales poussiéreuses et au cœur curieux. Ses plus beaux souvenirs étaient ancrés à Ibadan, où il avait grandi dans la ferme de son père. Et juste à côté vivait Ife Aliwa. Elle avait toujours été son refuge, vive d'esprit, belle et n'hésitant pas à dire ce qu'elle pensait. Ils passaient leurs après-midi à cueillir des mangues, à se taquiner à propos d'Oumla et d'Iguzi, et à étudier sous le ventilateur cassé de la bibliothèque de son père. Ils s'étaient fait des promesses folles, pleines de jeunesse. G.D. avait juré de réussir et de revenir la chercher. Elle avait juré d'attendre. La vie lui avait alors semblé si simple, l'amour si certain. Mais tout a basculé l'année où l'entreprise du père de G.D. a connu un succès national fulgurant. La famille s'est installée à Lagos et leur vie a basculé du jour au lendemain. G.D. a essayé de rester en contact, lettres, appels, visites occasionnelles. Mais à chaque mois qui passait, la distance s'installait. Un jour, les lettres cessèrent d'arriver. G.D. supposa qu'Ife était parti, ou peut-être que sa famille avait déménagé. Son cœur s'était brisé en silence, submergé par la pression des attentes de son père, le monde des écoles privées d'élite et des événements mondains. Mais Ife ne l'avait jamais vraiment quitté. Parfois, dans le silence de son appartement, il se souvenait encore de son rire, de la douceur de son regard et de la façon dont elle l'appelait, Oligide, quand elle était agacée. La voir dans les rues de Lagos, dans cet état déchirant, a exhumé plus que de la culpabilité, cela a ressuscité une part de lui-même longtemps enfouie sous l'argent et l'ambition. Ce soir-là, G.D. n'a pas assisté au dîner avec des investisseurs étrangers. Il est resté dans son appartement en hauteur, un verre de whisky intact, à regarder par la fenêtre. Il pensait à elle, au bébé, au contraste saisissant entre son présent et l'avenir dont ils avaient rêvé ensemble. Il savait qu'il devait la retrouver, non par pitié, mais parce qu'une part de lui avait besoin de savoir ce qui s'était passé. Et peut-être, plus profondément encore,
parce que l'amour qu'il avait enfoui n'était pas mort après tout. Le lendemain, Gédé quitta son bureau plus tôt que d'habitude. Il demanda à son chauffeur de faire le tour de la rue où il l'avait vu. Les heures passèrent tandis qu'ils allaient d'un carrefour à l'autre, la chaleur du soleil s'estompant dans la brise fraîche du soir. Les enfants des rues commencèrent à reculer, les marchands ambulants remballèrent leurs marchandises, mais Gédé continua de regarder. Finalement, ils la revitèrent, cette fois assise sous un panneau cassé près d'un arrêt de bus, berçant son bébé pour l'endormir, le regard perdu dans le vide. Gédé sortit de la voiture avant que le conducteur ne puisse s'arrêter complètement. Il s'approcha lentement, ne sachant que dire, ni même si elle le reconnaîtrait. « Ifeoluwa » dit-il doucement, la voix partagée entre surprise et chagrin. Elle leva vivement les yeux, surprise. Ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance, mais ses lèvres tremblèrent, partagées entre le choc et la honte. Elle serra le bébé plus fort, le cachant instinctivement à sa vue. « Aliagide » demanda-t-elle d'une voix rauque. L'instant s'étira douloureusement entre eux. Gédé s'accroupit à sa hauteur et retira ses lunettes de soleil. « Que t'est-il arrivé » murmura-t-il, les yeux emplis d'inquiétude. Mais Ifeoluwa secoua la tête. « Va-t'en, s'il te plaît. Je ne veux pas de ta pitié. » Sa voix était teintée de fierté, même si ses yeux brillaient de larmes retenues. Elle essaya de se lever, mais ses jambes vacillèrent sous elle, et Gédé la rattrapa instinctivement. Il ne la poussa pas. À la place, il lui offrit une bouteille d'eau et une enveloppe soigneusement pliée contenant des billets en ERA. Elle refusa d'abord, trop honteuse pour accepter. Mais le bébé la fixait avec inquiétude, toussant doucement. Ses défenses s'effritèrent légèrement. « Laisse-moi t'aider » dit Gédé d'un ton doux. « Tu n'as rien à dire pour l'instant. » Avec hésitation, elle renversa l'eau. Le bébé gémit de nouveau, et Gédé vit à quel point le petit était maigre et fatigué. « Laissez-moi vous emmener tous les deux en lieu sûr, proposa-t-il. Sans engagement. « S'il vous plaît. » Ife hésita un long moment, mais finalement, le regard empli d'une défaite silencieuse, elle hocha légèrement la tête. Et comme ça, Gédé l'aida à monter dans sa voiture, incertain de ce que le lendemain lui réservait, mais certain de ne pas la perdre à nouveau. Gédé n'emmena pas Ifeoluwa dans sa villa de Banana Island. Il la conduisit plutôt dans un appartement modeste mais élégant d'Ikwa, intime, propre et à l'abri des regards indiscrets. L'immeuble était doté d'une sécurité renforcée et d'un personnel discret. Il lui confia la chambre principale, remplit le réfrigérateur de provisions et garnit le berceau du bébé des produits de première nécessité qu'il avait rapidement commandés auprès de son assistante. Ife fut bouleversé, non seulement par le confort, mais aussi par le silence. Pendant des mois, elle n'avait connu que des refuges bondés, le trottoir rugueux et le regard des inconnus. Maintenant, enveloppée dans des draps doux, avec le bébé reposant enfin paisiblement, c'était surréaliste. Elle ne savait pas si elle devait pleurer ou crier. Mais surtout, elle avait peur, peur de ce que Gédé attendait d'elle. Gédé lui rendit visite le lendemain, vêtu d'un polo et d'un jean, bien loin de ses costumes sur mesure habituels. Il avait apporté des jouets et des vêtements de bébé. Ife l'observait depuis la table, hésitant entre le remercier et remettre en question ses intentions. Il ne s'immisça pas. Au lieu de cela, il engagea une conversation légère, lui demanda quel était son plat préféré et plaisanta sur son refus de manger du riz à la cuillère plutôt qu'à la main à l'époque. Pendant un instant, Ife sourit. Mais son sourire s'effaça lorsqu'il demanda doucement, « Le père du bébé est-il là ?» Un mur se dressa derrière ses yeux. « Non » dit-elle rapidement. « Il n'est pas important. » Gédé remarqua le changement et n'insista pas davantage. Il respectait son silence, mais quelque chose dans son ton lui disait qu'il y avait plus sous la surface. Plus tard dans la nuit, Ife se tenait à la fenêtre de l'appartement, contemplant les lumières de la ville en contrebas. Elle serrait son bébé contre elle et lui murmurait de douces berceuses Yoruba. L'enfant le regardait fixement dans son sommeil, et elle déposa un baiser sur son front. « Nous sommes en sécurité maintenant, Timmy » murmura-t-elle. Mais au fond d'elle-même, elle n'était pas sûre d'y croire. Car le retour de Gédé dans sa vie réveillait des choses enfouies depuis longtemps, des souvenirs d'amour, des rêves d'avenir volés et des secrets trop douloureux pour être dits à voix haute. Les secrets qu'elle craignait pourraient détruire la paix fragile qu'elle commençait à peine à ressentir. Le lendemain matin, Gédé arriva à l'appartement plus tôt que d'habitude, portant un petit ours en peluche et un panier rempli de nourriture pour bébé, de couches et de vêtements. Ifeoluwa, bien que toujours réservée, l'accueillit d'un léger hochement de tête,
déjà vêtu d'une robe empruntée à la garde-robe de son assistante. Le bébé était allongé sur le canapé, sa poitrine fragile se soulevant et s'abaissant par à-coups pendant son sommeil. Il n'a pas l'air bien, remarqua Gédé en s'accroupissant pour l'examiner. Il tousse et a du mal à manger, répondit doucement Ifeu, la voix chargée d'inquiétude. Gédé n'attendit pas sa permission. Il sortit son téléphone, appela son médecin traitant et, moins d'une heure plus tard, un pédiatre frappait à la porte de l'appartement. Ifeu Aliwa observa nerveusement l'examen de son fils, les mains serrées. « Il s'appelle Timmy », dit-elle doucement lorsque Gédé le lui demanda, brisant enfin le silence tandis que le médecin rangeait ses instruments. « Alia Timaleyen. Ça veut dire que mon Dieu m'a soutenu, papa. » La poitrine de Gédé se serra à ce nom. Il y avait quelque chose de prophétique. Le bébé remua légèrement, poussa un petit cri avant de s'endormir à nouveau. « Il souffre de malnutrition », expliqua le médecin. « Mais la maladie peut être soignée avec des soins immédiats et du repos. » Gédé acquiesça et paya généreusement avant de raccompagner le médecin. À son retour, Ifeu s'assit par terre à côté du bébé, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas comment te remercier, murmura-t-elle. « Tu n'es pas obligé, répondit doucement Gédé. Tu ne m'es pas inconnu, Ifeu. Tu ne l'as jamais été. » Cette simple déclaration la désarma et, pour la première fois, elle le regarda avec autre chose qu'une méfiance prudente. Au cours des jours suivants, Gédé lui rendit souvent visite. Il apportait des jouets, de la soupe de sa librairie préférée et même des livres d'histoire yoruba pour le coucher, dont il se souvenait qu'elle adorait à l'adolescence. Timmy reprit peu à peu des forces. Ifeu Aliawa commença à parler davantage. Elle raconta à Gédé comment elle avait essayé de tenir le coup après que sa tante l'eût chassée pendant sa grossesse, comment elle avait vécu dans un refuge pour femmes et survécu grâce aux miettes. Mais elle évitait toujours de nommer l'homme qui l'avait laissée dans cet état. Gédé n'insista pas. Il observait la façon dont elle tenait son bébé, la tendresse dans chacun de ses mouvements, et il s'émerveillait de sa force. Mais au fond de lui, il sentait qu'il y avait plus dans cette histoire, quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à dire. C'est un jeudi après-midi pluvieux qu'Ifeu ouvrit enfin la porte. L'orage faisait rage devant les fenêtres de l'appartement, le tonnerre résonnant dans le salon silencieux où elle et Gédé sirotaient du thé. Elle semblait étrangement immobile ce jour-là, les yeux fixés sur les gouttes qui ruisselaient sur la vitre. « C'était quelqu'un en qui j'avais confiance », commença-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Quelqu'un qui me faisait croire qu'il m'aimait. » Gédé se tourna vers elle, silencieux et attentif. « Nous nous sommes rencontrés à Ibadan. Après ton départ, la vie est devenue plus difficile. Ma mère est morte et j'ai dû emménager chez ma tante. Elle était dure, autoritaire, mais il était gentil avec moi, du moins au début. » Elle marqua une pause, comme si les souvenirs eux-mêmes avaient du poids. Nous sommes sortis ensemble pendant environ 1 an. Dès que je lui ai annoncé ma grossesse, il a disparu. Il a changé de numéro. Il m'a bloqué partout. Ma tante m'a traité de honteux et m'a mis à la porte le lendemain. Gédé serra les poings sous la table. La colère couvait sous son air calme. Ifeu Aliawa fixait son thé, évitant son regard. J'ai essayé d'obtenir de l'aide. J'ai postulé à des emplois, j'ai tout fait pour survivre. Mais personne n'aurait embauché une fille enceinte sans famille ni référence. Je dormais dans des parkings, je mangeais tout ce qu'on me laissait dans ma sébile. Et puis Timmy est arrivé, et tout est devenu encore plus difficile. Sa voix se brisa à la fin. Gédé lui prit instinctivement la main. Elle ne la retira pas. Tu ne méritais rien de tout ça, dit-il fermement. Tu n'es pas une ratée, Ifeu Aliawa. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu as protégé ton enfant. C'est plus que la plupart des gens n'auraient fait. Ses épaules tremblaient et, pour la première fois depuis son retour dans sa vie, elle pleurait sans honte. Cette nuit-là, Gédé resta à la fenêtre longtemps après s'être couché. La vue d'elle blottie contre son bébé, tous deux enfin en paix, le marqua profondément. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas la fin de sa souffrance, que ce n'était que le début. Celui qui l'avait abandonné devait rendre des comptes. Gédé ne savait pas encore qui était cet homme, mais il était déterminé à le découvrir. Pas seulement pour Ifeu, mais aussi pour Timmy. Aucun enfant ne méritait de grandir sans réponse. Et aucune femme ne méritait de porter une honte qui ne lui appartenait pas. Ce vœu silencieux brûlait dans sa poitrine tandis que la pluie continuait de tomber. Les rumeurs ne tardèrent pas à se répandre.
La Lego Society était un réseau dense de relations et de conversations tumultueuses, et le fait que GD ait été vu en train de récupérer une femme avec un enfant dans la rue pour l'installer dans un appartement privé n'arrangea rien. Un de ses associés l'aperçut en train d'acheter du lait maternisé dans une pharmacie de Lucky, et la semaine suivante, les rumeurs avaient atteint son conseil d'administration. On dit que vous hébergez un mendiant, murmura son assistant un après-midi après une réunion d'équipe tendue. Certains disent que c'est votre enfant illégitime. GD n'a pas répondu aux rumeurs. Il connaissait les milieux dans lesquels il évoluait, l'argent magnifiait tout et la société prospère grâce au scandale. Mais pour la première fois depuis des années, il se fichait de l'opinion des autres. Sa petite amie de l'époque, Toyin, n'était pas aussi indulgente. Elle a fait irruption dans son bureau, chaussée de talons aiguilles et d'un air renfrogné. « Tu me fais honte, GD » a-t-elle lancé. « Tu sais ce que les gens disent ? Que tu es devenu mou. Que tu gâches ta vie pour une fille sans abri avec un enfant illégitime. » GD se leva calmement, les yeux noirs de déception. Elle s'appelle Ife Alioa, et ne parle plus jamais d'elle comme ça. Les mots furent plus blessants que n'importe quelle gifle, et Toyin sortit en trombe. GD ne la poursuivit pas. Ses priorités avaient changé. Chaque fois qu'il voyait Ife rire à la télévision ou entendait Timmy ricaner en jouant à cache-cache, quelque chose au fond de lui s'adoucissait, quelque chose qui redonnait vie à son monde stérile. Leur relation commençait à changer. Ife se retenait encore, incertaine de ce qu'ils étaient en train de devenir. Mais le jour J était sûr. Il se surprit à attendre avec impatience les soirées passées à l'appartement plus que n'importe quel gala ou réunion importante. Ils cuisinaient parfois ensemble. Eh bien, elle cuisinait et il regardait, gêné. Elle lui a appris à laver les vêtements de bébé à la main. Il lui a montré comment utiliser Google Maps. Il riait de vieilles blagues et partageait des anecdotes tranquilles sur les chemins qu'ils avaient empruntés. Lentement, la tension dans ses épaules se relâcha. Mais elle n'avait pas oublié le passé, et lui non plus. Ils marchaient sur une ligne fragile entre la guérison et le chagrin, et aucun d'eux n'osait aller trop loin. Pas encore. Le calme ne dura pas. C'était rare dans le monde de GD. Un dimanche après-midi ensoleillé, sa mère, la chef Cutie, arriva sans prévenir à son appartement, vêtue d'un ample gombo et de perles, son foulard coiffé avec précision et discernement. Elle avait suffisamment entendu les rumeurs de ses amis de l'église et de ses partenaires commerciaux. GD ouvrit la porte, surpris, mais pas totalement pris au dépourvu. « Maman, tu aurais dû appeler. » Elle passa devant lui sans même le saluer. « Qui est cette fille, GD ? Cette personne que tu as fait emménager dans un de nos appartements ? Est-il vrai qu'elle mendiait dans la rue ? Avec un enfant ? » Son ton était sec, ses narines dilatées. GD resta calme. « Elle s'appelle Ife Alioa. Nous étions amis d'enfance. Elle traverse une période difficile. Je l'aide. » En l'aidant, répéta sa mère avec un sourire moqueur. « C'est comme ça que tu appelles ça ? GD, tu es cutie. Tu n'es pas un travailleur social. Que diront les gens ? Que tu es si seul que tu as ramené une mendiante et son bâtard ? » Le venin dans ses paroles frappa fort. GD se raidit. Cette mendiante est plus convenable que la moitié des gens avec qui nous dînons. Elle est forte. Elle est gentille. Et elle mérite le respect. Sa mère ne s'est pas laissée impressionner. Elle arpentait le salon, les mains crispées sur son sac à main. Tu as ruiné tes chances avec Toyin. Cette fille vient d'une famille puissante, son père contrôle des quartiers entiers d'Iquois. Mais toi, tu as choisi de tout balancer pour un scandale. GD serra les dents. Toyin n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de faire ce qui est juste. Ife Alioa compte. Les yeux de sa mère se plissèrent, sa voix glaciale. Alors ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Quand cette fille déshonorera ton nom, ne cours pas vers moi. Sur ce, elle se retourna et partit, laissant derrière elle une odeur de parfum et de désapprobation. Ce soir-là, GD raconta sa visite à Ife Alioa. Elle ne dit rien, hocha simplement la tête, le visage indéchiffrable. Mais ce soir-là, quand il est parti, elle a pleuré doucement dans son oreiller. Parce qu'elle s'attendait à ce que le monde la déteste, mais cela lui faisait encore mal de savoir à quel point c'était fort. La semaine avait commencé sur une note d'espoir, Timmy montrait des signes d'amélioration, Ife Alioa commençait à dormir plus paisiblement, et GD avait pris des dispositions pour qu'une infirmière privée les surveille régulièrement.
Mais en milieu de semaine, tout a changé. Timmy s'est mis à tousser de façon incontrôlable au milieu de la nuit, sa température a grimpé en flèche et son petit corps tremblait violemment tandis qu'il peinait à respirer. Les cris d'Ife ont résonné dans l'appartement tandis qu'elle l'enveloppait dans un châle et se précipitait à la porte de Gédé en claquant de désespoir. En quelques minutes, Gédé avait pris le bébé dans ses bras et l'avait porté jusqu'à la voiture, tandis qu'Ife sanglotait sans retenue sur la banquette arrière. Le trajet jusqu'à l'hôpital lui parut une éternité, chaque seconde rythmée par la panique et les prières silencieuses. À leur arrivée, Timmy était pâle et affaibli. Aux urgences de l'hôpital privé, les médecins se sont mobilisés. Masque à oxygène, perfusion, murmures précipités et jargon médical, tout était devenu flou pour Ife, debout, impuissante, dans le couloir, les bras serrés contre elle, en pleurs. Gédé refusait de la quitter. Il enroula sa veste autour de ses épaules, lui serra la main fermement et lui dit de respirer, même s'il peinait lui-même à garder son calme. Les heures passèrent. Finalement, le médecin arriva et confirma que Timmy souffrait d'une grave infection pulmonaire, probablement aggravée par une exposition prolongée à l'air pollué et à la malnutrition. Il allait devoir rester à l'hôpital un moment sous étroite surveillance. Ces mots frappèrent Ife comme un choc. Elle s'effondra complètement, s'effondra sur la chaise à côté, marmonnant à travers ses larmes, « Je l'ai laissé tomber. Je suis la pire des mères. Je n'aurais jamais dû le mettre au monde. » Gédé s'agenouilla devant elle et lui prit le visage entre les mains, essuyant ses larmes avec ses pouces. « Arrête de dire ça, Ife, » murmura-t-il avec acharnement. « Tu ne l'as pas laissé tomber. Tu t'es battu pour lui. Tu lui as donné la vie. Tu lui as donné l'amour. Et maintenant, tu lui apportes la guérison. » Sa voix se brisa sous l'émotion. Elle le fixa, la poitrine haletante, et à cet instant, le mur entre eux se brisa encore davantage. Ils restèrent ensemble le reste de la nuit dans la salle d'attente de l'hôpital, allant de temps en temps voir Timmy, se tenant la main quand personne ne regardait. Cette nuit-là marqua un tournant, Ife commença à croire qu'elle n'avait plus besoin de marcher, et Gédé réalisa que ses sentiments pour elle étaient bien plus profonds que de la simple culpabilité ou de la nostalgie. Quelques jours après la sortie de Timmy, Ife allua revint à l'appartement avec lui, emmitouflée dans des couvertures neuves et un teint légèrement plus radieux. Elle n'était jamais restée aussi longtemps au même endroit ni ne s'était sentie aussi en sécurité depuis des années. Pourtant, l'idée de dépendre de Gédé la rongeait. Son orgueil la rongeait chaque fois qu'il faisait preuve de gentillesse, payait les factures, apportait les courses, organisait une garde d'enfants. Alors, lorsqu'il débarqua un soir et lui suggéra gentiment de déménager dans un service plus haut de gamme à Lucky ou peut-être à Banana Island, elle se montra immédiatement sur ses gardes. « Pourquoi fais-tu tout ça » demanda-t-elle, les bras croisés, le regard méfiant. « Est-ce par pitié? Par culpabilité? Que attends-tu de moi, Gédé ?» Il prit un moment avant de répondre, puis s'approcha de la fenêtre où filtrait la lumière dorée du coucher de soleil. « Je fais ça parce que je veux que tu aies le choix, » dit-il. « Pas de pitié. Je veux que tu te redresses. Je sais que tu en es capable. Je veux t'aider à te remettre sur pied, pas te porter comme si tu étais fragile. Mais tu dois laisser quelqu'un entrer, Ife. » Elle le fixa du regard, le cœur battant. La sincérité de sa voix la bouleversa. « Alors laisse-moi le mériter, » murmura-t-elle. « Ne me donne pas ce que je n'ai pas gagné. » Gédé sourit alors et fouilla dans son sac. Il en sortit une enveloppe scellée. C'était une offre d'emploi. Dans une de mes start-up. Ce n'est pas de la charité, c'est du travail. Vous êtes intelligent. Tu es organisé. Je crois en toi. Ife regarda l'enveloppe, les doigts tremblants. Lentement, elle l'ouvrit et lut la proposition. Il s'agissait d'un poste d'agent de liaison communautaire, un rôle qui correspondait à ses compétences relationnelles et à son parcours. Le salaire était généreux et le poste flexible pour répondre aux besoins de Timmy. Elle leva les yeux vers lui, surprise. « Tu crois vraiment que je peux faire ça ?» Il hocha la tête sans hésiter. « Je sais que tu en es capable. » Ses yeux se remplirent de larmes, mais cette fois, ce n'était ni de honte ni de peur, mais de ce premier aperçu de dignité. Elle accepta l'offre. Non pas parce qu'elle avait besoin d'être sauvée, mais parce qu'on lui avait offert une seconde chance, dans le respect. Et Gédé, la regardant signer les documents d'une main tremblante, sentit son cœur se gonfler de fierté et d'une émotion dangereusement proche de l'amour. Alors qu'Ife s'installait dans son nouveau rôle et trouvait son rythme dans sa nouvelle vie,
une tempête se profilait à l'horizon, l'ex-petite amie de Jedi, Lara Amazor. Lara était la fille d'un puissant agent immobilier et croyait depuis longtemps qu'elle et Jedi étaient faits l'un pour l'autre. Leur rupture avait été discrète mais non résolue, et lorsqu'elle revint d'un voyage de 6 mois à Paris et entendit les rumeurs concernant le nouveau projet de Jedi, elle était furieuse. Un après-midi, elle se présenta à son bureau sans prévenir, vêtue d'une robe de créateur et avec une expression à glacer le sang. « Voilà donc ce que tu es devenu », lança-t-elle. Un milliardaire devenu père d'un enfant d'une fille des rues? Jedi se laissa aller calmement dans son fauteuil, le regard froid. « Fais attention à tes mots, Lara. » Mais Lara n'en avait pas fini. Elle sortit en trombe du bâtiment, non sans avoir pris une photo de Jedi portant Timmy sur le parking plus tard dans la semaine. Le lendemain, les blogs à potins explosèrent de gros titres scandaleux, Jedi, enfant secret? Milliardaire et mère de famille? Ife Aliawa lut les articles pendant sa pause déjeuner au bureau et faillit laisser tomber son téléphone. Ses mains tremblaient, son cœur s'emballait. Elle n'avait rien demandé de tout cela. Elle ne voulait ni gloire ni pitié. Elle se sentait exposée, vulnérable, comme entraînée dans un monde auquel elle n'appartenait pas. Ce soir-là, elle a fait ses valises et a quitté l'appartement avant le retour de Jedi, ne laissant derrière elle qu'un mot, « Je n'ai jamais voulu être un fardeau. Merci pour tout. » Quand Jedi est arrivé et a trouvé le mot, son sang s'est glacé. Il la chercha partout, son bureau, le refuge, et retourna même dans la rue même où il l'avait trouvée. Finalement, il la trouva assise tranquillement dans l'enceinte d'une église, Timmy endormi sur sa poitrine. Elle leva les yeux vers lui, les yeux rouges mais secs. « Je ne peux pas être la raison pour laquelle ton nom est traîné, dit-elle doucement. Tu ne mérites pas ça. » Mais Jedi s'assit à côté d'elle et lui prit la main. « Je me fiche des blogs, Ife. Je me soucie de toi. Et de Timmy. Laisse-les parler. Laisse-les raconter des histoires. Ce qui compte, c'est la vérité, et la vérité, c'est que je vous veux tous les deux dans ma vie. » Elle le fixa un long moment, le cœur battant. Puis, lentement, elle hocha la tête. Retourner à l'appartement était différent cette fois, elle n'avait pas l'impression de se cacher. C'était comme une guérison. Ife Aliawa s'est pleinement investi dans son nouveau poste, arrivant tôt, organisant méticuleusement ses rapports et apportant des suggestions judicieuses aux réunions d'équipe. Ses collègues la regardaient d'abord avec le même jugement prudent que la société leur avait appris à porter, mais peu à peu, ils ont commencé à admirer sa résilience discrète, son leadership naturel et son humilité. Elle a rejoint un groupe d'autonomisation des femmes qui se réunissaient le samedi et partageait son parcours avec d'autres mères célibataires en difficulté. Pour la première fois depuis des années, Ife ne se sentait plus victime, mais une survivante avec quelque chose à donner. Sa transformation était visible dans son maintien, le menton haut, le regard fixe, les épaules en arrière. Elle recommença à s'habiller avec assurance, troquant ses foulards surdimensionnés pour des chemisiers ajustés et un maquillage naturel et éclatant. Même son rire, autrefois réservé et rare, revint avec chaleur. La santé de Timmy s'améliora aussi considérablement, et l'éclat de ses yeux reflétait celui des siens. Elle surprenait parfois Jedi l'observant de l'autre côté de la pièce, la fierté gravée dans ses traits. Il ne la regardait plus avec pitié, mais avec admiration. Un soir, après une présentation réussie au travail, elle rentra chez elle et trouva un bouquet de tournesols et un mot manuscrit sur le comptoir, « Tu es plus puissante que tu ne le penses. Je suis fier de toi. » Signé, Jedi. Ce soir-là, elle se tenait sur le balcon de l'appartement, surplombant la skyline Lego, ressentant une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Elle murmura une prière de gratitude, pour une seconde chance, pour la force de continuer, et pour l'homme qui avait cru en elle-même quand elle-même n'y croyait pas. Mais au plus profond de son cœur, des questions subsistaient, auxquelles elle n'avait pas encore répondu. Était-ce réel? Un amour brisé par les années et la douleur pouvait-il un jour renaître? Elle l'ignorait encore, mais elle était enfin prête à le découvrir. Le gala s'est tenu au prestigieux Lagoon Towers, un lieu scintillant où l'élite de Lego se mêlait en costume et robe de créateur, sirotant du champagne importé et feignant de ne pas se juger. Gilles Cutty, l'un des philanthropes honorés de la soirée, était censé arriver seul ou accompagné d'une personne tout aussi digne de son rang social. Mais lorsqu'il est entré, main dans la main avec Ife Aliawa, vêtu d'une robe émeraude simple mais élégante, suivi de près par Timmy bercé par une nounou, la salle de bal entière a semblé s'immobiliser. Les conversations s'essoufflaient, les verres de vin flottaient dans les airs et les nuques se tendaient sous une curiosité à peine voilée. Mais Gilles s'en fichait.
Il serrait sa main plus fort, la guidant à travers la foule comme si elle y avait sa place, car au fond de lui, c'était le cas. Ife Alioa sentit le regard la transpercer comme une traînée de poudre, mais la présence de Gide lui donna de la force. Elle leva le menton, sourit gracieusement et se déplaça avec la grâce d'une femme qui n'avait plus rien à prouver. Elle savait ce qu'il pensait. Qui est-elle? N'est-ce pas la fille des rues? Que fait-elle ici avec lui? Mais elle savait aussi qu'elle avait gagné sa place, non pas par la richesse, mais par la survie, la persévérance et la dignité. Gide la présenta avec assurance à ses associés et aux membres du conseil d'administration. Certains étaient polis, d'autres manifestement dédaigneux. Mais personne n'osa le défier ouvertement. Tout au long de la soirée, Gide ne la quitta pas, et même pendant son discours, il la regarda comme si elle était son encre. Après le dîner, ils sortirent sur le balcon surplombant la lagune de Lagos. Les lumières de la ville scintillaient comme dans un rêve, et une douce brise caressait les cheveux d'Ife Alioa. « Tu m'as rendu fier ce soir, dit Gide à voix basse. Je ne pensais pas pouvoir faire ça, admit elle. Mais ensuite, je t'ai regardé et je me suis souvenu de qui j'étais. Il se tourna vers elle, les yeux emplis d'admiration. Tu n'as jamais cessé d'être cette femme, Ife. Elle cligna des yeux, bouleversée. Et dans le halo doré du clair de lune, tandis que la musique s'échappait de l'intérieur, leurs lèvres se rencontrèrent pour un baiser attendu depuis 10 longues années. Ni fougueux ni précipité, il était doux, respectueux, et empli de tous les mots qu'il n'avait pas encore prononcés. Le lendemain matin du gala, Gide était assis dans son bureau, examinant des documents, lorsqu'un reflet sous le canapé de la chambre d'amis attira son attention. C'était une petite photo usée, rangée négligemment, probablement tombée du sac à main d'Ife Alioa. Il la ramassa et se figea. C'était la photo d'un homme jeune, charismatique, au sourire entendu. Mais Gide le reconnut instantanément. Rotomé Adenuga. Son ancien camarade de classe, devenu rival en affaires, dont le père possédait l'une des plus grandes entreprises de construction du Nigeria. Ils avaient été proches jusqu'à ce que les agissements douteux et les manœuvres sournoises de Rotomé ne créent un fossé entre eux. Gide fixa longuement la photo, le poids de la prise de conscience s'installant. Rotomé était-il l'homme dont Ife avait parlé? Celui qu'il avait abandonné lorsqu'elle était tombée enceinte? L'esprit de Gide s'emballa, reliant des points qu'il n'avait jamais voulu voir auparavant. Rotomé avait une réputation, charmant en apparence, mais prédateur en profondeur. Il avait toujours été imprudent avec les femmes, surtout celles qu'il considérait comme inférieures à sa classe. Gide se souvenait d'une fête, des années auparavant, où Rotomé avait flirté avec une jeune femme qu'il prétendait être une simple relique de son passé. Était-ce Ife Alioa? Et si oui, Rotomé savait-il qu'elle était enceinte? Avait-il vraiment disparu ou avait-il délibérément détruit sa vie pour sauver sa réputation? Les mains de Gide se crispèrent sur la photo et son cœur s'endurcit. Il ne pouvait ignorer cela, pas maintenant. Il avait besoin de réponses, et une seule personne pouvait les lui donner. Ce soir-là, Gide était assis en face d'Ife Alioa dans le salon, la photo posée délicatement entre eux sur la table. Son visage pâlit dès qu'elle la vit. « Où as-tu trouvé ça » demanda-t-elle doucement. « Je l'ai trouvé sous le canapé » répondit-il. « Tu m'as dit qu'il avait disparu. Tu n'as pas dit que c'était Rotomaï. » Ife Alioa baissa les yeux, les épaules affaissées. « J'avais honte. Je pensais que si je me taisais, je pourrais passer à autre chose. Mais oui, c'est lui. Il m'a utilisé, m'a menti et m'a quitté dès que je lui ai annoncé ma grossesse. Il a dit que j'essayais de le piéger. Puis il m'a interrompu. Sa voix tremblait. Je n'ai jamais voulu le faire revenir dans ma vie. Ni dans la tienne. Gide lui prit la main. Tu ne l'as pas ramené, Ife. Il a laissé un sacré bazar. Je veux juste arranger ça avec toi. Gide n'attendit pas longtemps. Le lendemain, vêtu d'un impeccable costume bleu marine, il se rendit au bureau de Rotomé à Ikwa sans rendez-vous. La réceptionniste hésita à le laisser passer, mais dès que Rotomé entendit son nom, il ordonna l'ouverture de la porte. Gide. Quelle surprise, dit Rotomé en se levant de derrière un bureau en acajou poli. Tu viens pour discuter affaires? Mais le regard froid de Gide fit vaciller son sourire. Je suis venu parler d'Ife Alioa, dit Gide d'un ton simple. Le visage de Rotomaï se vida. Il força un rire. Ife? Je n'ai pas entendu ce nom depuis des années. Ne joue pas, rétorqua Gide.
Tu l'as abandonnée. Elle était enceinte. Tu l'as laissée sans abri et déshonorée. Rotomaï s'agita sur son siège, soudain moins confiant. Je ne pensais pas qu'elle garderait le bébé, murmura Rotomaï. Ce n'était pas sérieux. Ce n'était pas comme si elle était quelqu'un d'important. Ces mots firent bouillir le sang de Gide. Il se leva lentement, posant les deux mains sur la table et se penchant en avant. Elle était importante. Elle l'est toujours. Et toi, Rotomaï, tu vas payer. Pas seulement moralement. Financièrement. Cet enfant est à toi, et même si Ife ne veut rien de toi, je ne te laisserai pas partir sans t'en être occupé. Rotomé ricana. Qu'est-ce que tu vas faire? Me poursuivre en justice? Non, dit Gide en se redressant. Je rendrai cette histoire publique. Avec des preuves. Et je veillerai à ce que chaque investisseur, chaque entrepreneur et chaque actionnaire avec qui vous traitez sache exactement quel genre d'homme vous êtes. Le silence qui suivit fut pesant. Rotomé s'affala sur sa chaise, visiblement secoué. « Que veux-tu » demanda-t-il enfin. « Des comptes » répondit Gide. « Tu fourniras un fonds pour la santé et l'éducation de Témi, rien de plus. Tu ne contacteras pas Ife Aoyewa et tu signeras une déclaration reconnaissant tes actes. Fais-le, ou je te ruine. » Rotomé connaissait le pouvoir que Gide exerçait à Lagos. Il était inutile de discuter. « D'accord, dit-il amèrement. Envoie les papiers. » Gide se retourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Tu devrais avoir honte, dit-il doucement. Elle aurait pu mourir là-bas, et tu t'en serais moqué. » Puis il sortit, laissant Rotomé avec une conscience plus lourde que n'importe quel procès ne pourrait lui apporter. De retour à l'appartement, Ife Aoyewa resta assise en silence tandis que Gide lui racontait tout de la visite, de la confrontation et des conditions qu'il avait exigées. Elle écoutait, les bras serrés autour de ses genoux, Témi endormi à côté d'elle sur le lit. Quand il eut fini de parler, elle expira en tremblant, détournant le regard. « Tu n'aurais pas dû faire ça, » murmura-t-elle. « Tu n'avais pas à te battre pour moi. »« Oui, je l'ai fait, » dit Gide. « Tu mérites qu'on se batte pour toi. Après tout ce que tu as traversé, après tout ce qu'il a fait, tu mérites justice, Ife. » Elle se leva, s'approcha de la fenêtre et contempla la ville animée en contrebas. « Je n'ai jamais voulu être vue comme quelqu'un de brisé, » dit-elle. « J'ai travaillé si dur pour me reconstruire. J'ai peur de redevenir dépendant. » Gide la rejoignit près de la fenêtre, posant doucement sa main sur la sienne. « Tu n'es pas dépendante, » murmura-t-il. « Tu es courageux. Tu es entier. Et je n'essaie pas de te sauver, j'essaie juste d'être à tes côtés. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « Je ne veux pas de Rotomaï dans nos vies. L'argent m'est égal. Je veux juste la paix pour moi, pour Témi. »« Alors tu l'auras, » répondit Gide. « Il ne s'approchera plus jamais de toi. Je te le promets. » Lentement, elle se tourna vers lui. « Et nous, alors » demanda-t-elle. « Qu'est-ce que c'est » La voix de Gide était ferme, posée. « C'est ça l'amour, Ife. Ça l'a toujours été. Et ce sera toujours le cas, si tu le permets. » Sa réponse ne vint pas en paroles, mais en actes. Elle se pencha et posa son front contre le sien, son souffle chaud, son cœur enfin ouvert. « Alors recommençons, » murmura-t-elle. « Non pas en morceaux, mais en quelque chose de nouveau. » Gide sourit, la poitrine pleine. « Alors nous commençons ici, » dit-il. « Ensemble. » À cet instant, le poids de leur passé s'est dissous en quelque chose de beau, l'espoir. Et pour la première fois depuis longtemps, Ife Aljoa s'autorisa à croire que le bonheur n'était plus un rêve différent. Gide avait méticuleusement planifié la soirée, non pas pour impressionner, mais pour exprimer son émotion. Ife Aljoa arriva vêtu d'une simple robe couleur lit de vin, les cheveux légèrement ondulés, un sourire nerveux aux lèvres. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un tel endroit, même en rêve, et pourtant, Gide lui donna l'impression d'être chez elle. Il lui tira sa chaise, la complimenta sans effort et la fit tellement rire qu'elle en oublia momentanément son passé. Ce n'était pas une question de cadre ou de nourriture. C'était la façon dont il la regardait, comme si elle était la personne la plus importante de la pièce. À mesure que la nuit s'approfondissait, leur conversation s'orienta vers des vérités plus intimes. Gide parla de sa solitude malgré la gloire et la fortune,
de la façon dont il avait rempli sa vie de transactions sans pour autant trouver de véritables liens. J'ai fréquenté des femmes qui portaient des diamants, mais qui n'ont jamais pris la peine de me demander comment s'était passée ma journée, admis-il. Mais avec toi, Ife, je me sens comprise. Je me sens entière. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Elle le regarda, les larmes aux yeux, et lui avoua ce qu'elle avait si longtemps caché. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Gide. Je pensais t'avoir perdu à jamais. Je pensais que tu étais trop loin de ma portée. Il tendit la main par-dessus la table et la prit. J'étais toujours à toi. Même quand je l'ignorais, même séparés, j'étais à toi. Ils marchaient ensemble après le dîner, main dans la main, le long du paisible front de mer. Plus besoin de grandes déclarations, le silence entre suffisait. Arrivé à la voiture, Gide la prit doucement dans ses bras et l'embrassa à nouveau, non pas comme pour les retrouvailles, mais comme une promesse. « Je ne te laisserai plus jamais partir », murmura-t-il. « Ni maintenant, ni jamais. » Et Ife Aljoa, la tête appuyée contre sa poitrine, s'autorisa enfin à croire qu'après toute cette douleur, quelque chose de pur pouvait naître. Quelque chose de tendre. Quelque chose qui valait la peine de se battre. Ce n'était pas seulement de l'amour, c'était une rédemption enveloppée d'affection, et elle s'épanouissait magnifiquement. L'action publique suivante de Gide fut une déclaration audacieuse au monde. Lors du lancement de son nouveau pôle d'innovation technologique, entouré de journalistes, d'investisseurs et de dignitaires, il est monté sur scène et a prononcé un discours captivant sur l'innovation, l'inclusion et la seconde chance. Mais le véritable titre est venu lorsqu'il a fait un geste vers le premier rang, où Ife Aljoa était assise à côté de Temi, radieuse dans sa robe bleu marine. « Mesdames et messieurs, a-t-il dit d'une voix ferme, voici la femme qui m'a rappelé la force, la dignité et le pouvoir de la résilience. Ma partenaire, non seulement dans la vie, mais aussi dans le sens du but. » Des halètements retentirent, suivis d'un silence stupéfait, puis d'applaudissements polis. Les flashs des appareils photo retentirent et la salle vibra de murmures, mais Gide resta ferme, inébranlable dans sa vérité. Les conséquences furent rapides. Les blogueurs s'en sont donnés à cœur joie. Les gros titres allaient du mendiant à la cloche du milliardaire, en passant par l'amour controversé de Gilles Cutty, le couple influent ou le coup de pub. Les réseaux sociaux étaient en feu, mais Ife Aljoa a su gérer la situation avec une grâce tranquille. Elle déclina les entretiens, se concentra sur son travail et continua d'élever Temi en paix. Lentement, le bruit commença à s'estomper, noyé par le soutien indéfectible de Gide et sa propre confiance grandissante. Ce qui surprit le plus tout le monde fut la réaction inattendue de la mère de Gide. D'abord froide et dédaigneuse, elle avait observé de loin Ife Aljoa se comporter avec une dignité tranquille. Ce n'est que lorsqu'elle vit Ife réconforter une femme âgée lors d'une collecte de fonds caritative que son cœur commença à s'adoucir. Un soir, en rentrant chez lui, Gide trouva sa mère qui l'attendait dans le salon. Elle se leva, se tourna vers Ife Aljoa et dit avec hésitation, « Puis-je vous parler, seul ?» Ife Aljoa se raidit, mais hocha la tête. S'ensuivit une conversation calme et larmoyante où la femme plus âgée lui avoua ses craintes, non pas d'un scandale, mais de perdre son fils aux mains d'un inconnu. Mais maintenant, elle voyait qu'Ife était forte, bienveillante et posée. « Je comprends pourquoi il t'a choisi, dit-elle doucement. Tu me rappelles moi-même quand j'étais plus jeune, avant que le monde ne m'endurcisse. » Ce soir-là, Ife Aljoa reçut son premier câlin de Mama Cutty, accompagné d'une bénédiction silencieuse qu'aucun argent ne pouvait acheter. Les avocats de Rotmé lui ont remis les documents signés une semaine plus tard, une fiducie notariée pour Temi, une lettre d'admission et un engagement légal de rester à l'écart. Ife Aljoa a tenu l'enveloppe longtemps avant de l'ouvrir. Elle a lu chaque mot d'une main tremblante, non pas par colère, mais par les souvenirs douloureux qui lui ont rappelé. Quand Gide lui a demandé si elle souhaitait engager de nouvelles poursuites judiciaires, voire porter plainte, elle a secoué la tête. Non. Ça suffit. Je ne veux pas me venger. Je veux juste la paix. Il ne mérite pas l'énergie que j'ai dépensée à le faire souffrir. Gide respecta sa décision. L'affaire fut réglée, et le fantôme de son passé fut enfin enterré, non pas par la loi, mais par choix. Étonnamment, quelques semaines plus tard, Rotmé demanda une rencontre. Pas avec Ife, mais avec Gide. Il arriva l'air débraillé, sans son charme habituel. « Je sais que j'ai fait des choses terribles, » admit-il. « Mais je veux m'excuser. Pas seulement par des mots, mais par des actes. Je n'attends pas de pardon.
Mais je veux donner plus que de l'argent. Je veux trouver un refuge pour les femmes comme Ife Aljoa, celles que nous abandonnons et oublions. Gide, bien que sceptique, a accepté d'étudier l'offre à condition qu'elle soit faite anonymement, sans aucune publicité. Si c'est sincère, laissez parler vos actes, dit-il. Pas votre nom. Que ce soit par culpabilité ou par élan d'humanité, Rotme obtempéra, et la construction de l'abri commença. Ife Aljoa n'a jamais revu Rotme, et elle n'en avait d'ailleurs pas envie. Mais lorsqu'elle a découvert les projets du refuge et réalisé combien de femmes il aiderait, elle a ressenti un sentiment de réconciliation. Toutes les blessures n'ont pas besoin de vengeance pour guérir. Certains avaient juste besoin de distance et de dignité. Et lorsqu'elle serra Timmy dans ses bras ce soir-là, elle lui murmura à l'oreille, « Tu grandiras en connaissant ta valeur, mon fils. » Non pas à cause de ceux qui nous ont déçus, mais à cause de ceux qui sont restés. Gide entra en prononçant ces mots et s'agenouilla à côté d'eux, déposant un doux baiser sur leur front. Et je serai là, toujours. Ensemble, ils construisaient non seulement une vie, mais une famille, forgée non pas dans la perfection, mais dans la vérité. Par une soirée tranquille, dans le jardin sur le toit du domaine Cutie, un bouquet de roses flottant dans l'air et des guirlandes lumineuses scintillant doucement au-dessus, Gide s'agenouilla, une boîte en velours à la main. Ife Aljoa halta, les mains sur la bouche, les larmes aux yeux. Ife Aljoa, commença-t-il d'une voix ferme malgré l'émotion dans ses yeux, nous avons traversé la douleur, la honte, les tempêtes, et pourtant, tu brilles. Je veux être l'homme qui marche à tes côtés, pas devant toi, pas derrière toi, juste à tes côtés. À chaque pas veux-tu m'épouser. Pendant un instant, elle eut du mal à respirer. Puis, avec un rire mêlé de sanglots, elle murmura, oui. Oui, Gide. 1000 fois, oui. Ils s'enlacèrent, leur rire résonnant dans la nuit tandis qu'un feu d'artifice illuminait soudain le ciel, une surprise que Gide avait préparée pour la demande en mariage. Timmy applaudit dans les bras de la nounou, et Mama Cutie, observant depuis la terrasse, essuya une larme qu'elle prétendait n'être que de la poussière. Cela semblait être la fin parfaite, comme un cercle enfin bouclé. Mais la vie, comme toujours, avait le don de leur rappeler que les histoires ne se terminaient pas toujours par un joli nœud. 2 jours plus tard, alors qu'Ife Aljoa triait de vieux cartons pour faire de la place dans la maison, son téléphone sonna. Le numéro était international. Elle hésita avant de répondre. Une voix masculine grésilla à l'autre bout du fil, étrangère et pourtant familière. « Ife Aljoa, dit-elle. C'est moi, le Cola. Je suis de retour. Il faut qu'on parle. C'est important. » Son visage perdit toute couleur lorsque le téléphone faillit lui glisser des mains. Cola, le cousin chez qui elle vivait autrefois à Abadan. Celui qui était parti mystérieusement des années auparavant. Elle n'avait plus eu de ses nouvelles depuis près de 10 ans. Pourquoi maintenant? Et que voulait-il? Alors qu'elle se tenait figée dans le salon, Gide entra, vit son expression et sut instantanément que quelque chose de son passé était revenu. Et il arrivait avec des ombres qu'elle pensait pouvoir distancer. Merci d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.